Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Remaniement ministériel au Gabon, un nouveau gouvernement plus restreint et moins paritaire qui intervient quelques semaines après l'éclatement du Gevazingo Gate. 5 nouveaux barrages dans le bassin du fleuve Congo. Les nouvelles ambitions de la République démocratique du Congo où des millions de foyers demeurent privés d'électricité. Des catastrophes climatiques de plus en plus meurtrières en Ouganda. L'Ouganda, l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Gros plan à suivre dans ce journal. Quelques jours après la révélation du Gevazingo Gate, un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique, le Gabon a opéré un remaniement ministériel sur volonté du président de la République, une équipe plus resserrée avec 28 ministres au lieu de 36. Corinne Kamzefem revient sur les détails de ce gouvernement et les changements notables. Suivant les exigences du président gabonais Ali Bongo Ondimba, un nouveau gouvernement resserré avec des ministres compétents et intègres a été nommé ce 10 juin. La nouvelle équipe, placée sous le contrôle du premier ministre Julien Kogebikali, gagne le pari d'être plus restreinte, 28 ministres contre 36 précédemment. Si vous sillonnez bien les rues de la capitale gabonaise, vous ne trouverez pas les Gabonais qui vous diront que la réduction du nombre des ministres, du nombre des membres du gouvernement est une mauvaise chose. C'est une question essentielle à la réduction des procédures qui permettent, qui sont un frein finalement à une action publique efficace. Après l'affaire de la disparition de 353 conteneurs de Gevazingo, plusieurs personnalités dont le vice-président du pays ont été limogées. Pour le président Ali Bongo, il faut absolument lutter contre la corruption par une gouvernance qui réponde aux besoins de tous les Gabonais. Ce remaniement voit ainsi la création du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La première action, c'est d'abord de réduire les procédures qui permettent de rendre opaque l'action publique et qui permettent donc des possibilités de corruption. Entre-temps, on a bien vu qu'il y a eu des ministères qui ont été mis ensemble. Ça veut dire qu'il y aura moins de signatures, donc il y aura un contrôle beaucoup plus efficace. Confronté à une crise économique persistante, le Gabon est en quête d'une bonne formule pour relancer sa croissance économique. Ce nouveau remaniement, le 4e changement intervenu depuis le début de l'année 2019, vient appuyer de nombreuses autres réformes déjà en cours pour rationaliser les dépenses de l'État et optimiser le service public. L'attaque de Sobanekou est l'onde de choc au Mali. Au moins 95 personnes ont été tuées dans l'attaque perpétrée dans ce village de Gon, dans le centre du Mali. C'était dans la nuit de dimanche. Un nouveau drame dans cette région, en proie aux violences 2 mois et demi après un massacre de 160 Peuls. Des violences de plus en plus récurrentes, surtout depuis l'apparition en 2015 du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa. Reportage entre correspondants, Mokhtar Bari. Au centre du Mali, la série des attaques continue son décombre macabre. 2 mois et demi après Ogosagou, c'est le village de Sobankou, situé dans la commune rurale de Sanga, dans le cercle de Bandiagara, qui vient d'être endeuillé par des individus armés non identifiés. On dénombre plus d'une centaine de morts selon des élus locaux. Ce massacre-là intervient dans un contexte sécuritaire très délétère dans la région de Mopti. Donc le 1er janvier c'était Kolongo, le 23 mars c'était Ogosagou et aujourd'hui c'est à Sobanekou. On peut pointer du doigt l'absence de l'État. Dans ces villages, les assaillants étaient nombreux, plusieurs dizaines, certains à pied, d'autres à moto. Un drame qui survient quelques jours après le rapport de la MINUSMA sur l'attaque de Koulogon. Les condamnations sont unanimes et sans réserve. Les groupes armés terroristes sont pointés du doigt. On dénombre aujourd'hui une douzaine de milices créées par toutes les ethnies. Il faut que l'État soit ferme avec toutes les milices de toutes les communautés confondues. Et ce qu'on dit, il faut que la justice fasse son travail. Dans un communiqué, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, condamne ces attaques et invite les Maliens à ne pas tomber dans l'amalgame. Un déplacement du président est prévu dans les tout prochains jours. De nombreux autres habitants du village, qui abritent environ 300 personnes, sont toujours portés disparus.
Les Congolais attendent toujours l'annonce du nouveau gouvernement, une nouvelle attente qui ne fait que se prolonger plus de 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. En effet, les négociations n'ont toujours pas abouti. Tractation entre les coalitions cash du président de la République et le FCC, plateforme de l'ex-président Joseph Kabila, une alliance de plus en plus contestée depuis la remise en question au Parlement des ordonnances présidentielles nommant les patrons des entreprises publiques. Des militants de l'UDPS ont justement manifesté à ce sujet ce lundi devant l'Assemblée nationale. Reportage entre correspondants Jacques Amboka. Des centaines de militants de l'UDPS et de l'UNC ont manifesté ce lundi 10 juin devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Ils demandent la rupture de la coalition entre le FCC et le Cap pour le changement au pouvoir. À la base de ces climats, les débats à l'Assemblée nationale sur les dernières ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires des entreprises publiques. Je suis personnellement frustré. Cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Le climat qui a régné ce lundi au Palais du Peuple n'a donc pas permis la tenue de l'Assemblée plénière de cette institution. Les militants qui accusent les bureaux de la deuxième institution du pays d'orchestrer un complot contre les chefs de l'État n'ont pas non plus épargné les dirigeants du parti. Les autorités du cash, ce sont des gens que nous ne comprenons pas. L'histoire ici s'est passée le vendredi. L'UDPS s'est réagi 24 et 48 heures après, le dimanche qu'ils ont réagi. Le président de la République est majoritaire. La preuve est là. Nous avons le peuple congolais qui est majoritaire. Il a le peuple derrière lui, c'est le peuple qui est majoritaire et non un groupe de gens. Il faut souligner que les rapports au sein de la coalition FCC-Cash ne sont pas au beau fixe. Les discussions sur le gouvernement, dont la formation semble traîner, en dit beaucoup. La rencontre le dimanche 9 juin entre l'ex-chef de l'État et l'actuel va accélérer les discussions, affirme-t-on du côté de la présidence de la République. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité. L'Afrique face au déficit énergétique. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui a accès à l'électricité. C'est le cas au Tchad, au Malawi ou encore en République démocratique du Congo, en RDC, où le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce un projet de construction de 5 nouveaux barrages dans le bassin du fleuve Congo. 5 nouveaux barrages, c'est près de 44 000 mégawatts, l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires. Nelly Claude Bessa. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi envisage porter la production électrique du pays à 40 000 mégawatts. Pour ce faire, il a annoncé la construction de 5 barrages sur les affluents du fleuve Congo, dont l'électricité produite pourrait satisfaire une grande partie des besoins de l'Afrique de l'Est et australe. Le projet, dont les travaux de construction sont estimés à 80 milliards de dollars, sera construit dans l'ouest du pays, à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo et à 225 km au sud-ouest de Kinshasa. Si ce barrage est opérationnel, cela peut assurer l'autosuffisance énergétique de la RDC et permettre à long terme de booster la croissance économique dans le secteur minier. Cela va permettre également de booster les activités, notamment le secteur informel. Tous ces aspects qui constituent notamment des éléments importants de la structure du PIB de la RDC pourront également revoir un bond substantiel avec l'accès à l'énergie. Le projet, qui représente l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires, pourrait faire de la République démocratique du Congo un fournisseur d'électricité sur le continent. Le surplus d'énergie contribuera donc à régler certains problèmes de voisinage, comme celui que rencontrent actuellement l'Égypte et l'Éthiopie à propos du barrage de la Renaissance. Pour l'heure, le projet se heurte au manque de financement et à l'instabilité chronique observée dans certaines régions du pays. Je pense que le projet reste réalisable, le projet peut mobiliser des bailleurs du fonds. Donc un tel financement structurel déjà prévu depuis quasiment 2 décennies. Même s'il paraît ambitieux, la construction des barrages sur le fleuve Congo peut entraîner une perte de biodiversité ainsi que des impacts environnementaux et sociaux significatifs selon des scientifiques. Soulignons que ce projet est considéré comme l'un des 10 projets exemplaires de transformation pour l'Afrique selon le G20 et les banques de développement.
L'Afrique face au dérèglement climatique, le continent qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de CO2 contre 12% pour l'Union européenne, 16% pour les États-Unis et 25% pour la Chine, demeure la principale victime des effets du réchauffement climatique. Fléau aux conséquences aujourd'hui très alarmantes, comme c'est de plus en plus le cas en Ouganda. Gladys Mamba. En plus du réchauffement climatique et de la déforestation, l'Ouganda doit désormais faire face au glissement de terrain dû à des semaines de pluies torrentielles et aux fortes inondations, des catastrophes climatiques de plus en plus meurtrières avec d'impressionnants dégâts matériels, conséquence de l'importante quantité d'eau qui ne cesse de s'écouler dans les environs de la capitale Kampala. Nous avons eu des problèmes d'inondation, mais en réalité, il n'y a eu aucune solution ici. Il n'y a rien. Rien n'a été fait pour nous aider. Les sinistrés ont du mal à se relever, les habitations et les entreprises sont dévastées, les récoltes balayées, les commerces sont quasiment à l'arrêt, la désolation s'installe et bien peu de solutions ont été instaurées par les autorités, notamment dans la vallée de Kamé, située à environ 25 km de Kampala, l'une des zones les plus sinistrées. Le maire est venu ici chercher des votes. Il est venu ici et nous a promis qu'il allait nous sauver de tout ça. Et même pire, hier, le maire est passé par ici, mais il est juste passé furtivement quand un véhicule de la patrouille de secours était là. Il ne s'est même jamais arrêté pour voir ce qui se passait réellement ici. Depuis le début de ce mois de juin 2019, au moins 6 personnes ont perdu la vie et une cinquantaine ont disparu suite au glissement de terrain, alors que le pays peine à se relever du passage du cyclone Idai qui a frappé la région australe début mars 2019. De fortes pluies torrentielles sont de nouveau annoncées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.